Salut, bienvenue dans Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour. Vous allez bien, Cédric? Ça va et vous? Oui, très bien. Et je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit quand même la femme politique qui porte le plus beau prénom de toutes les femmes politiques françaises. Ah. Elle s'appelle Pia. J'adore ce prénom. Pia Ims. Quel charmeur. Enchanté, Pia. Merci. Vous êtes Je ne là. peux pas s'empêcher. Non, Quelle mais belle je entrée le en pense. matière. Je le pense sincèrement. Puis c'est la classe, Pia Ims, Ouais, quand c'est même, la classe. comme nom. Il y a à la fois l'Alsace, il y a, je sais pas, c'est de quelle origine d'ailleurs, Pia? C'est italien. C'est ça. À vrai dire, c'est latin. Ok. Pia veut C'est pour dire ça. pieuse. Hein. C'est Je suis sensible. le féminin de pi, P-I-E. Pieuse. Pia. Ah, d'accord. Bon, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. hein. Je ne crois pas. Mais votre vision de l'habitat, c'est important, Cédric, d'avoir la vision de l'habitat par la présidente de l'Eurométropole. Alors c'est très important à plusieurs titres. Alors déjà, merci encore à Madame la Présidente d'avoir accepté cette invitation. On a reçu déjà de nombreux élus qui nous ont donné une certaine vision de l'urbanisme et c'est bien qu'ils puissent tous venir dans Igloo pour nous en parler. Donc question très large, Madame la Présidente, pour débuter. Présidente de l'Eurométropole, il faut avoir une vision relativement lointaine, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il y a toujours cette notion de temporalité des mandats, mais on a besoin de voir loin pour porter une politique. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision de l'habitat et de l'urbanisme qui sont toujours intimement liés? Alors d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Et j'ai à cœur de porter cette vision et de la partager avec vous. Est-ce que je pourrais tout simplement vous donner quelques éléments qui ressembleraient à une carte d'identité de l'Eurométropole en termes d'habitat? Bien sûr. 2-3 chiffres. Bien sûr. Il faut savoir que l'Eurométropole, qui a près de 500 000 habitants, porte plus de 50% du logement dans le Bas-Rhin et plus de 50% des emplois. Vous voyez la dynamique potentielle du territoire, donc en matière d'habitat, nous y sommes. Sachez aussi que c'est une des métropoles, après celle de Marseille, qui est la plus inégalitaire. Le taux de pauvreté est de quasiment 20% contre 14% en moyenne nationale. Ça nous amènera forcément à parler beaucoup de logements sociaux ou de logements aidés et des besoins qui sont forts. Dernier chiffre, 63% des ménages de l'Eurométropole sont éligibles au logement social. 63%. Vu les critères d'accessibilité aussi au logement social. Et nous avons une vingtaine de bailleurs sociaux sur le territoire. Voilà des éléments de carte d'identité qui peuvent justifier aussi des éléments de vision. Nous en avons souvent parlé ensemble. L'état des lieux qu'on peut faire, c'est une demande forte, notamment de demandes de logements sociaux sur l'EMS, 23 000 demandes de logements sociaux, je parle de logements sociaux. Mais ma vision est celle, j'allais dire, mais elle ne doit pas rentrer en contradiction, est celle d'un développement très équilibré et maîtrisé de cette politique de l'habitat et donc de l'urbanisme. Dans ce qu'on va échanger ensemble, l'habitat est forcément lié à la thématique de l'urbanisme et de la mobilité et du foncier et du prix des logements abordables. Je crois que c'est aussi des sujets qu'on va aborder. Et donc, je le répète, la vision que je voudrais porter est celle d'un développement très équilibré de l'habitat sur le territoire, quitte à sortir du périmètre même de l'Eurométropole. Je suis présidente du SCOTERS, c'est le schéma de cohérence territoriale, et donc le SCOTERS regroupe aussi d'autres agglomérations voisines de l'Eurométropole, et nous travaillons de manière très constructive, et nous alignons nos visions pour avoir une politique de l'habitat qui dépasse ce périmètre et de dire d'autres agglomérations voisines, Erstein, Trüstersheim et autres, pourraient aussi avoir une politique d'habitat ou absorber des demandes, parce que l'Eurométropole a déjà une densité très forte, comme vous le savez, limitée par le Rhin par ailleurs. Je fais une petite parenthèse, ça vous permet de respirer un peu aussi. Quand Mme la Présidente parle des SCOTERS, on a reçu Stella Gass qui nous a expliqué. On renvoie les auditeurs à cette émission-là où on explique en détail à quoi servent les SCOT et comment ils s'inscrivent dans les différents documents d'urbanisme. Stella Gass qui est la présidente de la fédération des SCOT. C'est ça. La directrice. Directrice. La directrice. Elle ne nous en voudra pas. Oui. Présidente. En fait, parce qu'il est intéressant de coordonner justement les agglomérations avec les problématiques des territoires voisins. Je disais que le territoire de la métropole a déjà une grande densité illimitée par le Rhin. C'est particulier, nous ne pouvons pas nous étendre géographiquement parlant aussi.
Et donc, il est intéressant aussi de regarder au-delà de notre propre périmètre. Mais je voulais aussi d'entrée souligner un paradoxe entre ce besoin de logement qui est là, une métropole qui veut rester attractive et qui l'est aussi pour le monde étudiant, ne l'oublions pas. C'est vrai. Si elle concentre l'habitat, elle concentre l'emploi, les deux vont de pair. Contradiction entre une demande forte et de l'autre côté, plus que jamais, une aspiration à un habitat de qualité, un cadre de vie plus apaisé, forcément plus végétalisé, des appartements plus grands, on le sait, et voilà, évidemment des équipements de mobilité pour lesquels la métropole s'engage aussi. C'est vraiment une de ses responsabilités aussi en la matière. Alors une question, quand vous parlez d'habitat équilibré et maîtrisé, il y a tellement d'acteurs qui interagissent dans le domaine de l'habitat au sens large, hein, pour pas dire de logement. Comment on fait, quand on est président de l'Eurométropole, pour être chef d'orchestre de tous ces acteurs, pour que les actions de ces acteurs correspondent à la vision que vous vous êtes fixée? Alors, on s'engage dans le dialogue et dans le partage de cette vision, c'est clair. Nous nous sommes déjà rencontrés dans des sphères comme le pacte ou d'autres, où cette vision d'un urbanisme et d'un habitat, d'un développement plus équilibré, cette voie est portée. Un marqueur particulier, c'est que je me refuse à donner le nombre d'emplois que la métropole doit, le nombre d'habitations que la métropole doit sortir par an. Je me refuse à ça, mais je dis il faut savoir répondre aux besoins de logement social, d'autant que non seulement un grand nombre de ménages y sont éligibles, mais ils quittent de moins en moins cet habitat social. Ils accèdent de moins en moins maintenant à la propriété ou à des revenus qui leur permettraient de sortir de ces critères. Et donc on est réellement dans un emballement. C'est vrai. Il n'en demeure pas moins que, vous le savez sans doute, nous travaillons ardemment à des révisions, modifications pour l'instant du PLUI, qui intègrent beaucoup plus des thématiques de végétalisation, d'identification aussi de maisons et d'habitats à préserver. Évidemment, on pourra y revenir, un intérêt pour les friches et du foncier à réhabiliter. Voilà, on ne peut plus aujourd'hui penser habitat sans penser économie du foncier, qui est déjà rare et qui est cher. Dans nos réunions de SCOT, à l'échelle locale et nationale, nous avons un slogan qui est juste, c'est la terre qui est un produit de luxe. Le foncier est d'un prix aujourd'hui presque inabordable. Oui. Et donc notre politique, je pourrais vous en parler aussi, est aussi de réfléchir à c'est quoi encore aujourd'hui un logement abordable, comment pouvons-nous maîtriser l'envolée du prix du foncier pour répondre à ce besoin d'un logement abordable entre guillemets. Mais je le répète, reconvertir des friches, c'est coûteux, c'est long, c'est cher. Plus que jamais, sortir des projets, surtout s'ils sont d'une certaine taille, demande l'avis, l'aval, le dialogue avec la population. Ça prend du temps. Les enjeux liés à la santé, les enjeux socio-environnementaux sont à prendre en compte, complexifient les demandes d'instruction des permis, vous le savez aussi. Tout ceci ne favorise pas, ne permet pas forcément de répondre à l'impatience des uns et des autres. Donc nous sommes rentrés dans ce contexte aujourd'hui. Plus que jamais, l'habitat intègre des problématiques sociales et environnementales qu'on n'a jamais connues jusqu'ici. C'est clair. Dans les émissions Igloo, on revient souvent sur ces sujets-là. On a eu une émission avec David Gillig, l'avocat, on a traité la notion des refus de permis de construire, qui sont plutôt exponentiels, notamment aussi depuis les dernières élections. Et j'avais posé une question polémique de savoir si leur refus de permis était un acte politique. Il y a les enjeux liés au développement durable, à la transition écologique, il y a la raréfaction du foncier. On a tout un écosystème qui est en train de se créer, qu'on ne connaissait pas, enfin qui s'accélère, parce qu'on sait que le terrain se raréfie au fil des années. Moi j'ai commencé ma carrière à 25 ans, on en parlait déjà, mais force est de constater que ça ne va pas dans le bon sens. Des terrains toujours plus chers. On va venir après sur les logements abordables, parce que c'est une notion qui est importante, mais globalement,
là, on parle de construction, mais le marché de l'ancien et le marché du neuf sont toujours intimement liés. Et on remarque, depuis 3 ans ou 4 ans qu'on fait cette émission, que tous les ans, je rappelle, les augmentations et les fluctuations très importantes des prix du logement, en m'inquiétant moi-même du fait que ces logements, peut-être que se loger ou d'être propriétaire, plutôt je vais dire ça comme ça, dans quelques années, de son logement, le logement deviendra un produit de luxe. On parlait de la Suisse notamment, le modèle suisse où c'est très très cher d'être propriétaire. C'est très très cher. Oui, mais les salaires sont aussi en adéquation. Bon, oui. Mais bon, pour eux, mais on va aussi vers ça. On a cette crainte-là. Comment on fait finalement pour jouer sur ces leviers? Parce que il y a beaucoup de gens privés qui vendent les terrains, ils le vendent, ils essaient de valoriser au mieux leur patrimoine. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des outils, alors je veux dire fiscaux, parce que c'est la première chose à laquelle on pense souvent en France, hein, c'est tout de suite qu'est-ce qu'on peut taxer. On a fait des émissions sur la loi ZAN aussi, c'est un sujet. On sait que dans les PLU, il y a de plus en plus de zones qui sont réservées en étant des zones vertes pour éviter que ces zones soient construites. Quels sont les outils que vous souhaitez mettre en place si vous souhaitez en mettre d'autres ou avoir une accélération de l'utilisation de ces outils? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre quand je dis ça. Et on viendra après sur le logement abordable, si vous voulez bien. Alors, un outil majeur est évidemment le PLUI. Hein. Je répète, ou je rappelle plutôt qu'un PLU intègre la politique de l'habitat et la politique de déplacement, qu'il faut concevoir ensemble et doivent se compléter. Aujourd'hui, nous ne validons pas ou plus des projets d'habitat qui ne seraient pas corrélés à des mobilités déjà existantes ou à venir incessamment. Ça me paraît important. Nous ne validons plus forcément du quartier qui se rajoute au quartier, et que ce soit ici à l'échelle de l'Eurométropole ou à l'intérieur des SCOT. Dans le PLUI, ce qu'on peut encore pousser, c'est une question qui m'est très chère, c'est celle d'une certaine harmonie architecturale. J'en parle souvent et ça reste une des prérogatives des élus, donc des maires qui sont signataires des permis. Et je salue cette autonomie qui reste aux maires et qui n'est pas aujourd'hui à l'échelle de la métropole, qui vérifie avec ses services instructeurs la qualité technique du dossier. J'insiste sur l'harmonie architecturale qui favorise après l'acceptabilité des constructions qui arrivent. Et c'est aujourd'hui encore un point de faiblesse dans nos documents de PLUI. C'est très subjectif. Mais comment un nouvel immeuble, comment un petit collectif ou un grand collectif, comment un habitat s'insère dans le quartier, dans le village, s'insère dans l'existant. Et on voit bien que l'acceptabilité est d'autant plus forte qu'on est dans une logique de continuité et d'harmonie. Je suis très sensible à ça. Je pourrais m'étendre longuement sur la thématique des toits plats ou des toits pentus. Eh bien, la réponse, elle est tout simplement l'harmonie. Si vous êtes dans un quartier où il y a uniquement des maisons à toit plat, évidemment, il faut rester dans cette logique-là. Et si vous êtes dans des cœurs de village avec des maisons à toit pentu, il faut bien évidemment rester là. En fait, l'harmonie, c'est ça, c'est ne pas heurter le regard et l'acceptabilité de quelque chose qui est déjà dans l'existant. C'est comme ça que je le vois. Et donc, il m'est arrivé, en tant que maire de Holzheim, de demander à des promoteurs bâtisseurs de revoir leurs copies. Je ne suis jamais allée sur des refus. Je leur ai donné toujours 1, 2, autant de chances que nécessaire pour que, au regard du conseil municipal d'abord et au regard de la population, on arrive à quelque chose qui fera consensus, parce qu'on construit toujours pour le long terme. Donc ça, ce sont des points de faiblesse ou de fragilité dans nos nombreux articles du PLUI que d'autres élus me rappellent. Et donc on verra comment on peut avancer là-dessus. Est-ce que je peux dire un mot sur les PLUI ? Un élément qui est vraiment important, c'est vrai que là je prends peut-être la casquette professionnelle, c'est que les règles établies soient claires et respectées depuis le début. Parce que je m'explique, Eric, il arrive fréquemment qu'un PLUI permette de construire, j'ai parlé en étage, 5 étages, et lorsque l'on se présente devant un élu, l'élu va dire vous m'enlevez 1 ou 2 niveaux. Mais en fait, la réponse que j'ai souvent, c'est de dire à l'élu, mais c'est vous qui avez fait la réglementation. Et généralement, la personne qui vend le terrain
vend la valeur du terrain, c'est ce que l'on peut y construire dessus. Donc plus vous pouvez construire, plus la valeur est importante. Donc c'est vrai que l'inflation liée au terrain est aussi liée à cette inadéquation entre la réglementation, ce que l'on peut faire, et ce que l'on peut acheter. Parce que finalement, quand vous négociez le terrain, vous le négociez au plus haut, même si vous dites on fait 2 étages de moins, quand vous renégociez le terrain, il n'est jamais au prix où vous l'auriez acheté initialement. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une refonte de ce PLU et une règle claire en disant ici ce sera jamais plus de 2 niveaux, lorsque vous allez négocier un terrain, oui, je peux construire que 2 niveaux et la valeur de terrain ne vaut pas plus que ça. Et tous les professionnels, après à la marge, c'est une question de concurrence. C'est pas le cas partout donc, si je vous comprends bien. On n'est pas aussi clair partout. C'est pas une question de pas clair, la règle est claire, mais souvent, comme l'a dit Madame la Présidente, en fonction peut-être de l'environnement immédiat et peut-être parfois de gens qui ont tendance à crier un peu plus fort que d'autres, l'élu va peut-être dire bon, effectivement, là, je peux comprendre que. Mais quand on se positionne à côté d'un voisin qui voit un bâtiment se construire au côté, ça peut se comprendre. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une maison, j'ai ma piscine, et tout d'un coup, mon voisin a vendu sa maison et son terrain, et j'ai 3 étages qui se font avec les balcons qui vont dans ma piscine. On ne peut pas dire oh, bah, c'est pas grave, mon ami. Bien sûr qu'il n'est pas content. Donc, c'est la difficulté de l'élu, parce que moi, j'aime bien égratigner les élus, mais la difficulté de l'élu, c'est ça aussi. C'est qu'il est confronté à quelqu'un qui va dire mais moi, j'étais tranquille pendant 30 ans, j'avais ma piscine, et maintenant, il y a un immeuble qui se met à côté. Donc, c'est pas facile d'être élu. Alors, je dis pas ça pour serrer les pompes à non, mais on le sait. Pierre-Yves, ça occupe pas mal de votre emploi du temps, j'imagine, toutes ces questions. Si les règles peuvent être claires une bonne fois pour toutes, alors là, ce serait extraordinaire. Mais après, on applique la règle. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont claires, il n'y a plus de discussion, possible. Et c'est pour ça que le PLU est très souvent réévalué. Vous savez que nous sommes dans la modification 4 du PLU. Donc on est sur des réévaluations presque tous les 18 mois, tous les 2 ans. Donc on s'ajuste pour vous donner le plus possible ces règles claires et ces guides. Après, il peut y avoir des cas particuliers. Par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, le maire est garant de l'intérêt général. Donc c'est sa vision du développement de l'habitat et du rythme du développement de l'habitat qu'il porte. C'est pour ça qu'il a été élu. Et il peut et doit se permettre à un moment donné de demander, en tout cas de suggérer au promoteur de faire un effort. S'il n'obtient pas cet effort, après vous avez raison, techniquement le projet est bon, politiquement ça ne se passe pas très bien. Faut-il aller jusque devant un tribunal pour avoir gain de cause? Je crois que ça ne favorise pas les relations à moyen et long terme non plus. Alors j'ai encore une question sur la notion du logement abordable. Vous avez donné quelques chiffres qui sont quand même éloquents. Une question un peu un peu polémique, mais est-ce que ça voudrait dire qu'on ne va plus construire que des logements sociaux dans l'Eurométropole? Non, loin de là. Loin de là, il nous faut un bon équilibre entre le logement social et le logement privé. La métropole, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, s'implique pour ces 2 catégories de logements sur la thématique de la rénovation thermique du bâtiment, qui est un projet phare de notre feuille de route et qui vise le nombre considérable et du social pour lequel on a la main, si je puis dire, et du privé pour lequel la métropole aussi se donne les moyens d'intervenir. Le logement abordable, ce n'est pas que le logement social, mais c'est comment faire face à l'envolée du prix du foncier. On constate une réelle envolée du prix du foncier. Le logement abordable ne concerne pas que les logements sociaux, les logements aidés, loin de là. Et nous comptons sur l'EPF, l'établissement foncier, pour réguler les prix et satisfaire à cette demande. Parce que ça, c'est un élément important. Le prix des fonciers montant, les prix des logements, évidemment, c'est la conséquence, sont toujours en train de monter. Alors, généralement, quand les gens ne peuvent pas se loger dans l'Eurométropole, ils vont se loger ailleurs. Ça crée une autre problématique, c'est celle des mouvements pendulaires. D'accord ? Alors, là, par rapport aux mobilités, il y a un gros travail qui a été fait par vous-même, vos équipes, et puis d'ailleurs depuis de très nombreuses années, parce qu'on ne pense pas à un tram ou un train, etc., sur un mandat. C'est quoi les enjeux là, liés entre l'habitat et les mobilités? Vous avez raison, c'est les mouvements pendulaires qui, dans le passé, se sont réellement accrus et qui engorgent les routes. Dans un idéal sur lequel nous réfléchissons déjà aussi au sein du PLUI, mais même du SCOT, c'est de dire des zones d'activité économique aujourd'hui, qui sont bien mortes en soirée et en week-end, pourrait devenir mix, et on pourrait imaginer un mix d'habitat et d'activité économique, c'est-à-dire
on travaille en bas de chez soi. C'est la thématique aussi de la ville du quart d'heure que vous connaissez bien et qui amène beaucoup plus de vie et de proximité entre le lieu où on travaille, le lieu où on va faire ses courses et le lieu, évidemment, où on va habiter. Ça, c'est quelque chose qui fait son sens et c'est des visions que nous partageons à la métropole, mais aussi avec les agglomérations voisines. Au-delà de ça, vous avez tous entendu parler dans le passé déjà du Grenelle des mobilités. La métropole, elle le met en œuvre. Elle le met juste en œuvre et on en est pour 500 millions d'euros entre 3 lignes de tram, des lignes de BHNS, plus de 100 millions de pistes cyclables intercommunales, y compris des pistes cyclables vers la 3e couronne, il y en a au moins 4. Pour parler du Flexop, nous sommes la métropole qui a l'offre de transport à la demande de loin la plus développée. 21 communes profitent du service à la demande en termes de bus ou de minibus électriques. Nous aurons à partir de 2023 du train cadencé à la demi-heure jusqu'à 22 heures. Et durant le week-end, ça change la donne. Donc des mobilités surtout plus cadencées, plus flexibles, qui permettent de répondre à cette adéquation. Là où on habite, là on va chercher aussi le bon déplacement qui va avec. Et vous dire aussi qu'actuellement où se déploient les aides dans le contexte ZFE, eh bien, figurez-vous que les demandes les plus fortes qui se manifestent, parce que la métropole débloque maintenant ces aides, c'est encore et toujours pour acheter des vélos à assistance électrique. Et encore et toujours, à ce stade où je vous parle, on n'en est pas encore à la reconversion de la voiture. Donc, les modes de déplacement changent structurellement. Est-ce que ça veut dire qu'en 2 mots, l'Eurométropole est une des métropoles les plus en avance par rapport à ses, entre guillemets, ses consoeurs ou concurrents? Parce que je pense que parfois les métropoles se font un peu de concurrence en France. Est-ce qu'on peut dire ça ou... Enfin, je pose une question un peu candide comme ça, mais... Je le crois. Évidemment, toutes les métropoles vous parleront de mobilité et tout ce qu'elles déclinent, mais je n'ai jamais vu un tel effort et un tel budget, puisque nous sommes dans la période budgétaire ici à l'Eurométropole, pour se donner les moyens de réussir ça. Bien sûr, dans le contexte sorti du diesel, mais aussi pour dire, par rapport à la problématique de l'habitat, il faut qu'on soit en cohérence. Il faut qu'on soit en cohérence et si on est sur une logique d'économie du foncier, on imagine de moins en moins de rajouter des quartiers, de maisons individuelles, mais de plus en plus des mix de collectifs et encore de maisons individuelles. En tout cas, je ne souhaite pas être dogmatique pour dire, comme ça se passe déjà dans certaines régions en Grande-Bretagne, de dire dans tel ou tel endroit, les maisons individuelles seraient interdites. Je crois qu'il faut toujours travailler sur des mix, encore une fois, sur une croissance plus raisonnée, mais mieux répartie sur l'ensemble du territoire alsacien. D'où l'intérêt du ZAN. La thématique du zéro artificialisation nette des sols nous permet de réfléchir à l'échelle de l'Alsace, mais comme c'est un objectif porté par la région Grand Est à l'échelle du Grand Est, quelles sont les zones qui ne seront plus habitables et de fait, comment avoir une croissance plus équilibrée sur l'ensemble du territoire. Vous parliez tout à l'heure de la terre en disant que c'était un produit de luxe. Vous avez dit ça en tout début d'émission. Ça m'a pas mal parlé, évidemment. Mais ma question, c'est est-ce que vous pensez que tout le monde a cette conscience-là ? Je l'espère, à tel point que, voyez, pour l'Eurométropole, à côté des zones d'activité économique que vous connaissez, le poids de l'habitat, il y a des besoins de logement et on va continuer à construire, mais je le répète, j'espère d'une façon plus modérée et plus harmonieuse, plus acceptable. À côté de cela, nous sommes en train d'identifier ce que j'appelle encore d'une façon impropre des zones d'activité agricole. Nous a identifié ce que j'appelle des poumons verts à la métropole, où nous aimerions stimuler une agriculture plus nourricière, mais aussi beaucoup plus de reforestation. Chaque commune à son niveau, de plus en plus de communes de l'Eurométropole ont à leur niveau des politiques aussi de plantation d'arbres, de reforestation. On ne peut que s'en réjouir, ça aussi, ça contribue à la qualité de vie, mais aussi, je reviens sur l'agriculture, un tout petit peu améliorer l'autonomie alimentaire de la métropole. On l'a bien constaté en période Covid, que
ben, les villes peuvent être sous un stress d'approvisionnement alimentaire qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Donc, garantir encore de la terre également pour l'agriculture de proximité, l'agriculture maraîchère par exemple, mais pas que cela. C'est ça aussi qui nous fait vivre, au-delà de ce que les agriculteurs sont peu ou prou garants du paysage de nos natures. Il n'y a pas que les champs de maïs, je sais, mais il n'y a pas que ça. Et donc, c'est ce cadre de vie qui est demandé de plus en plus dans notre métropole, qui doit garantir ce cadre de vie dans la ville, dans toutes les villes. Il y a aussi des bourgs au sein de la métropole. Et il y a aussi beaucoup de villages qui tiennent à juste titre à leur identité architecturale, leur cachet, leur caractère. Plus de 2/3 des communes ont moins de 6 000 habitants à l'Eurométropole. Et donc, nous avons, beaucoup de maires aujourd'hui me remercient très sincèrement, j'allais dire du fond du cœur, de ce que nous les accompagnons avec l'ADEUS sur l'identification des maisons dites remarquables qui sont donc protégées dans le PLUI. On pourrait les démolir s'il le faut, mais il faudrait les reconstruire dans la même morphologie, en taille, voire éventuellement, si c'est le cours de ferme, le fameux fer à cheval, qui donne une certaine identité, quitte à imaginer des logements. Nous identifions aussi du végétal remarquable. Nous identifions tel parc, tel groupe d'arbres qui sont au cœur du village ou de la ville et qui méritent aussi d'être préservés. Donc, nous identifions cela d'une manière tout à fait réglementaire, juridique, et qui donne aussi à voir sur un patrimoine remarquable, entre guillemets, qui contribue aussi à une qualité de vie. Bon, c'était l'émission qui était remarquable aujourd'hui. Merci à vous deux, merci Cédric Simonin, merci Pia Ims. On la retrouve, cette émission, c'était la 152e d'Igloo. Sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube d'Igloo, sur Igloo On Air, ça c'est sur Facebook, et bien sûr sur topmusic.fr où nous sommes en ce moment. Merci, à très vite.